Bonjour Eric Combe. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio de BFM TV et RMC. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. D'abord, une question sur la situation en Ile-de-France au moment où on se parle. Écoutez, la situation en Ile-de-France est sérieuse, puisque la plupart des hôpitaux d'Ile-de-France sont maintenant saturés. Donc c'était déjà le cas en début de semaine, en fin de semaine déjà pour le nord de l'Ile-de-France. Et maintenant c'est quasiment toute l'Ile-de-France, y compris les hôpitaux intramuros. Est-ce que ça veut dire que vous avez parfois la nécessité de refuser des malades que vous auriez accueillis habituellement ? Non, écoutez, pour l'instant, on arrive encore à écarter les murs. Donc, on s'adapte. On a une capacité d'adaptation quand même assez remarquable. Mais bon, j'ai la chance d'appartenir à une structure qui peut agrandir les murs. Et c'est malheureusement pas le cas de toutes les structures hospitalières en Ile-de-France et notamment à la périphérie de Paris. On a beaucoup parlé des manques ou des craintes de manque. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement, vous avez aujourd'hui ce dont vous avez besoin pour exercer votre métier ? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas trop voir la situation des hôpitaux. Il faut aussi voir ce qui se passe dans d'autres structures, notamment en ville, les médecins généralistes, les structures médico-sociales, les EHPAD par exemple. Et donc la situation est en fait très hétérogène. Et ce qui se passe dans les hôpitaux reflète à peu près ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que on n'arrive pas à avoir une semaine de visibilité. On est souvent à 2 ou 3 jours à l'avance. Vous êtes à flux tendu. On est un peu à flux tendu, exactement. On est dans une logique de limitation, de stock limité, quoi. Y compris sur les médicaments ? Oui, je pense que vous en avez entendu parler. Effectivement, il y a certains problèmes pour les médicaments. Enfin, pour l'instant, ça va. On y arrive, mais là aussi, on n'a pas de visibilité à une semaine et encore moins à un mois, quoi. Ça se joue à quelques jours de visibilité. De quoi vous pourriez manquer ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Ce dont on manque déjà, en fait, c'est assez clair, c'est de lits. Donc de bâtiments et puis de personnel non médical en fait. C'est surtout ça dont on manque parce que c'est des patients qui demandent énormément de personnel non médical pour s'occuper d'eux et donc on manque d'infirmières. C'est la principale chose finalement dont on manque. Et après, il y a d'autres choses dont on peut manquer effectivement, mais au jour d'aujourd'hui, le problème principal, c'est les lits et les infirmières. Les lits, les infirmières, on commence à avoir des déplacements depuis les régions les moins touchées vers les régions les plus tendues. Est-ce que vous allez accueillir des infirmières, puisque c'est ce dont vous manquez le plus, qui viendraient d'autres régions de France ? Alors effectivement, il y a apparemment 2 attitudes qui sont adoptées pour essayer de juguler ce problème. La première chose, c'est qu'on fait venir des infirmières de province, de régions qui sont pas trop concernées pour le moment. Et la deuxième solution, c'est qu'on envoie des malades en province, dans des régions qui ne sont pas concernées aujourd'hui trop par l'épidémie, mais dont il faut vraiment espérer que demain, elles ne seront pas concernées par l'épidémie. Oui, parce qu'on leur donne à eux, du coup, des patients à traiter. Ce sont aussi des déplacements très lourds. Jusqu'à présent, ça se passe plutôt correctement. Est-ce que vous encouragez à ce qu'on continue à déplacer comme ça les malades ? Écoutez, pour l'instant, c'est la solution qui a été trouvée. C'est vrai que je m'interroge sur cette pratique quand on voit les bâtiments hospitaliers qui sont vides à Paris, intramuros par exemple, ou les hôpitaux qui ont été désarmés au cours des dernières années. Par exemple, quand on voit que l'hôpital du Val-de-Grâce, en plein milieu de Paris, avec ses 300 lits qui sont occupés par des légionnaires de la mission de surveillance, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Ça veut dire, sur typiquement cet hôpital, l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, vous vous dites pourquoi est-ce qu'on n'a pas réquisitionné cet hôpital-là en priorité pour les malades ? Oui, je me pose la question, effectivement. Alors je sais pourquoi, c'est parce qu'on y loge des légionnaires, enfin des militaires, pourquoi pas, mais on pourrait à mon avis loger les militaires ailleurs dans Paris. Il y a plein d'hôtels qui sont libres, et libérer cet hôpital et le réarmer pour pouvoir loger des patients. Vous dites on bouge les murs, ceux-là on aurait pu les bouger, quoi. Ceux-là, disons qu'on n'avait même pas besoin de les bouger, il suffisait de les remplir. Voilà. Ça pourrait être encore le cas ? Le temps passe vite, malheureusement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, ceci étant. En tout cas, votre appel, il est sans doute passé. Ma question, elle est assez simple et peut-être naïve. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il y a des personnes qui meurent faute de place, faute de respirateurs, faute de personnel, puisque vous nous disiez que vous en manquiez, faute de médicaments? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient pu ne pas mourir? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question. Parce qu'en fait, on pense toujours aux patients du coronavirus, mais on ne pense pas aux patients, aux autres malades.
aux malades qui n'ont pas disparu comme par enchantement parce que le coronavirus est arrivé. Il y a des malades qui ont toujours des infarctus, qui ont toujours des accidents vasculaires cérébraux. Et donc, finalement, il est possible qu'il y ait plus de pertes de chance pour ces malades-là que pour les malades du coronavirus, parce que toute l'attention est portée sur les malades du coronavirus, et on a tendance un peu à oublier probablement les malades. Ils sont délaissés aujourd'hui ? Non, je ne dis pas qu'ils sont délaissés, mais ils sont victimes de la saturation du système de soins. Et par exemple, le 15 est un exemple même, vous savez, le fameux numéro qu'on doit appeler, est un exemple caractéristique d'une porte d'entrée pour les urgences qui est complètement saturée par le Covid et qui du coup ne peut pas répondre correctement, probablement. Par exemple, si vous appelez le 15, vous pouvez rester 1 heure en ligne. Vous pouvez rester encore 1 heure en ligne au moment où on se parle, alors que ça y est, la crise, on s'est installé dedans, on aurait dû en prendre la mesure. Là encore, c'est faute de personnel au bout du fil ? Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut rester 1 heure en ligne, mais je sais que la semaine dernière, oui, plusieurs personnes me l'ont signalé. 30 à 70% de moins d'AVC officiellement aux urgences dans les hôpitaux d'Île-de-France. Ça pourrait paraître une bonne nouvelle, en réalité ça l'est sans doute pas. Ça veut dire que c'est des gens qui n'arrivent même pas jusqu'à vous, ou qui le craignent, ou qui n'appellent pas le 15 ? Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Donc on ne peut pas tirer de conclusion par rapport à ça. Il est possible que le fait d'avoir arrêté de travailler, d'être confiné, etc., diminue la fréquence des accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est l'hypothèse optimiste. Et sinon, il est possible malheureusement que ces personnes n'arrivent pas à temps dans les hôpitaux ou je ne sais quelle autre possibilité. Je voudrais qu'on parle avec vous de 2 points dans la façon de traiter le coronavirus, la question du confinement et la question du traitement médical. D'abord, le confinement. Est-ce que vous imaginez, d'abord, quand est-ce qu'on verra l'impact réel de ce confinement ? Pour l'instant, on a quand même l'impression que ça fait déjà 15 jours, que ce sera au minimum jusqu'au 15 avril, et pour autant les chiffres restent mauvais jour après jour. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pouvez nous dire, pour que ça redonne aussi du courage à ceux qui pourraient tenter de se relâcher sur ce confinement, qu'il y aura un moment où on en verra le bénéfice ? Alors oui, j'en suis absolument certain. Il faut être vraiment confiant dans l'efficacité du confinement, sous réserve qu'il soit bien fait. Ça, c'est quand même la clé. Mais le confinement, ça marche. Ça a marché en Chine, ça a marché en Italie. Enfin, en tout cas, c'est en train de marcher en Italie. On voit que le nombre d'admissions en réanimation baisse en Italie. Et ça, c'est l'effet du confinement. Il faut bien comprendre qu'il y a un délai entre le moment où on met en place le confinement et le moment où le confinement fait effet. Et ce délai, il est de 3 semaines environ, parce que il faut un certain temps avant que les patients arrêtent de rentrer en réanimation. Ça veut dire qu'on pourrait espérer en voir le premier impact à la fin de cette semaine. Voilà, exactement. Je pense qu'on verra l'impact du confinement si on se fie au nombre d'entrées en réanimation à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Il faut tenir en fait jusque-là. Professeur Eric Combe, il faut tenir jusque-là, mais il faudra tenir sans doute beaucoup plus longtemps encore. Est-ce que vous imaginez que le confinement puisse être levé le 15 avril, comme c'est officiellement le cas pour l'instant, ou est-ce qu'en réalité cette date est tout à fait hypothétique ? Alors effectivement, vous avez raison, la sortie du confinement, c'est ça qui est, c'est vrai, le véritable enjeu au jour d'aujourd'hui, c'est la sortie du confinement, parce que le confinement, ça va marcher, surtout si les personnes les respectent. Donc la sortie du confinement, si ce n'est pas sortie de prévention, c'est-à-dire de casser les chaînes de transmission, ça ne on va de nouveau avoir à se confiner parce que l'épidémie va inévitablement repartir. Donc un confinement sans prévention, sans culture de la prévention, sans nécessité impérative de casser les chaînes de transmission, qui continue de se constituer en ce moment dans plein d'endroits, les EHPAD, les hôpitaux, les maisons de retraite, les structures médico-sociales, les prisons. Il y a plein d'endroits où il y a des chaînes de contamination qui se forment. Si on n'est pas capable de briser ces chaînes de contamination dès aujourd'hui, en fait, on est en train de construire les malades de demain. Comment on fait ? Il faut avoir une culture du testing et du tracing. Il faut faire en fait comme ce qui a été fait dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Il faut prendre exemple sur eux. Ils ont très bien fait. Alors attendez, testing, tracing. Testing, c'est le fait de tester à très grande échelle. Oui. Ça marche comment et est-ce qu'on en a les moyens ? Il faut s'en donner les moyens. Il n'y a aucune raison que si les Allemands arrivent à le faire, nous n'arrivons pas à le faire. Donc il faut s'en donner les moyens. Et puis le tracing, c'est remonter les chaînes de contamination. Mais il faut être très très rapide parce que comme la durée d'incubation de la maladie est très courte et qu'un malade peut en contaminer plusieurs, jusqu'à 3 comme vous savez, il faut être très rapide dans la remontée des Vous évoquiez chaînes. l'Asie du Sud-Est. On parle souvent de l'exemple de la Corée du Sud qui, pour aller
jusqu'au bout du tracing, comme vous dites, va jusqu'à tracer les téléphones portables pour dire attention, vous entrez dans une zone où il y a du monde, ou pour alerter ceux qui sont autour de vous et qui sont susceptibles de vous croiser. Est-ce qu'il faudrait aller jusque-là si on était véritablement rigoureux? Alors, c'est sûr que c'est ce qui a été fait à Singapour, et que Singapour, c'est le modèle. C'est ce qui devrait nous servir de modèle. C'est ce qu'ils ont vraiment. Ils ont magnifiquement géré cette épidémie. Le virus n'est pas rentré chez eux, clairement. Ou en fait, il est rentré chez eux, mais très rapidement, ils l'ont maté. À un moment, Singapour était le 2e pays par ordre de fréquence au niveau du nombre de malades, et aujourd'hui, ils n'ont plus de cas. Donc, c'est possible. On peut l'arrêter. Alors évidemment, c'est une île. Ils sont super organisés, mais voilà. À Taïwan, qui est un régime plus démocratique que Singapour, ils ont réussi aussi. À Hong Kong, ils ont réussi aussi. Donc voilà, il n'y a rien d'inné. On peut y arriver, simplement il faut s'en donner la volonté politique, et c'est ça qui manque. On est dans une culture du traitement, on n'est pas dans une culture de la prévention. Or, en maladie infectieuse, comme dans d'autres maladies, il y a un adage, mieux vaut prévenir que guérir. Alors prévenir à travers ces tests, mais aussi la question, vous disiez, du fait que l'épidémie pourrait repartir. On a mis sous cloche le pays dans l'urgence, bien sûr, on le comprend, c'est la seule mesure qui vaille, mais il y a cette crainte ensuite que la maladie reparte parce que la population n'aurait pas été suffisamment immunisée. Comment on fait pour résoudre cette équation, c'est-à-dire protéger et en même temps immuniser, donc confronter à la maladie? Écoutez, l'immunisation dont on parle beaucoup, elle aura un prix. Ça se chiffrera en dizaines de milliers de morts à l'échelle de notre pays. Qui ne seront pas évitables. Et qui ne seront absolument pas évitables. Parce que votre système de santé, de toute façon, sera saturé. C'est-à-dire, non seulement vous aurez les morts du coronavirus, mais vous aurez aussi les morts d'autres maladies qui ne pourront pas être prises en charge parce que le système de santé est saturé par le coronavirus. Non, on n'est effectivement pas au bout de nos peines, sauf si on arrive à s'imprégner de cette culture du dépistage, de la prévention, et qu'on se dit, OK, on confine les gens, mais après, on empêche les gens de se recontaminer, parce que sinon, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. On sait que le gouvernement travaille sur plusieurs scénarios, notamment le fait de déconfiner par zone géographique progressivement, mais également de déconfiner par tranche d'âge. Ce qui a été évoqué, c'est notamment le fait que les personnes de plus de 60 ou 70 ans soient les dernières à sortir. Est-ce que ça vous paraît également des scénarios raisonnables ? Écoutez, je ne suis pas suffisamment dans mon domaine de compétences pour discuter de ça. Par contre, je suis sûr que si on n'assortit pas le déconfinement de dépistage dans les lieux clos, dans les prisons, dans les EHPAD, dans les structures médico-sociales, dans les hôpitaux, on ne s'en sortira pas parce qu'il y a d'autres chaînes de contamination qui vont se mettre en place, et c'est très efficace. La question du traitement, mieux vaut prévenir que guérir, mais quand on est atteint... si on est tout à fait honnête et tout à fait clair, aujourd'hui, on ne sait pas soigner le coronavirus. Alors vous avez raison, effectivement, si on est tout à fait honnête et tout à fait clair, aujourd'hui, on n'a aucun traitement fiable qui a prouvé son efficacité du coronavirus. Est-ce que les pistes qui sont évoquées, on a beaucoup parlé de la chloroquine, on sait que des tests à très grande échelle sont en train d'être mis en place. Comment concrètement aujourd'hui dans les hôpitaux vous soignez? Qu'est-ce que vous administrez aux malades? Ça dépend un peu du stade de la maladie auquel ils sont. Ça dépend aussi des autres problèmes. En général, c'est beaucoup de patients qui ont des comorbidités, donc c'est-à-dire d'autres maladies associées. Donc on s'arrange premièrement pour ne pas que ces autres maladies se décompensent. C'est le premier service à leur rendre. Après, au niveau traitement, pour le moment, on est assez démunis. On a pas mal utilisé l'hydroxychloroquine dans mon service parce que c'était un des espoirs et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas en faire profiter les malades. Quel est votre premier sentiment là-dessus? Écoutez, pour ne rien vous cacher, on le saura à la fin de la semaine, voilà. Mais on n'a pas l'impression d'une efficacité, en tout cas spectaculaire, clairement. C'est pas spectaculaire, en tout cas de manière immédiate. C'est même probablement pas efficace. Pas efficace. Probablement pas. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est une illusion? Non, c'est pas une illusion. Mais écoutez, je préfère... De toute façon, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'études qui montrent... Parce que les Chinois ont quand même fait énormément de choses. Faut pas croire qu'ils se sont croisés les bras devant cette épidémie. Ils ont quand même... Tous les médicaments dont on discute au jour d'aujourd'hui, tous ont été évalués déjà en Chine. Et il n'y a pas eu de recette miracle en Chine. Sinon, on le saurait. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne l'hydroxychloroquine, on a plus d'études qui montrent que ça marche pas que d'études qui montrent que ça marche. Alors si ça marche pas, est-ce qu'on a d'autres pistes?
Alors oui, il y a d'autres pistes. Il y a probablement des pistes originales, c'est-à-dire des médicaments qui sont utilisés dans d'autres indications et qu'on pourra réutiliser dans le coronavirus. Mais là, les essais restent à faire. Et ce serait lesquels, par exemple, sur lesquels vous travaillez? Par exemple, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un médicament utilisé pour l'hypertension, un médicament ou un diurétique. Enfin, vous voyez, il y a des médicaments qu'on peut réutiliser, qui sont utilisés dans d'autres indications, mais qu'on peut essayer de reconvertir en quelque sorte pour le coronavirus. Et puis surtout, il y a des médicaments pour éviter les ravages immunitaires, puisque vous savez qu'en fait, dans cette maladie, il y a deux parties, quoi. Il y a la partie virale et il y a la partie réaction immunitaire inappropriée. Et c'est la réaction immunitaire inappropriée ou excessive, disons, qui est responsable des dégâts les plus importants, et notamment au niveau respiratoire, et qui vous emmène en réanimation. Et pour cette période qu'on appelle orage immunitaire ou orage cytokinique, enfin peu importe le terme, on a probablement une piste très sérieuse avec un médicament qui pourrait marcher. De quoi s'agit-il ? C'est une biothérapie, ça s'appelle le tocilizumab, mais bon, peu importe le nom. Mais en tout cas, voilà, il faut retenir qu'il y a quand même un espoir sérieux là. Qui habituellement est utilisé pour quoi ? Alors qui est plutôt utilisé dans des maladies inflammatoires, des maladies immunitaires, des maladies qui sont la conséquence d'un dérèglement du système immunitaire. Ça passe par des enzymes qu'on appelle les cytokines, voilà. Et la cytokine qui est ciblée, c'est une interleukine, mais bref, on ne va pas rentrer dans les détails. À quelle échéance est-ce que ça pourrait être vérifié et fonctionner ? On en donne déjà. De fait, vous en donnez, c'est comme ce que vous disiez sur la chloroquine. Oui, il faut que vraiment les patients sachent qu'on donne les traitements. C'est pas, voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On n'est pas restreint au niveau des traitements. S'il y a des traitements, les patients en bénéficieront, et même en dehors de protocoles thérapeutiques. On a affaire à une maladie mortelle. On ne va pas randomiser les malades alors qu'ils sont à l'orée de la mort. D'ailleurs, vous dites on aura les traitements et on le tentera. La question aussi des stocks, on parlait du matériel, la question des stocks sur les médicaments et notamment les médicaments qui permettent d'endormir les patients lorsqu'on les place en réanimation. Est-ce que ça aussi, vous constatez qu'on est à flux tendu sur ces médicaments-là ? Alors effectivement, mais ça rejoint le problème général des médicaments qu'on évoquait tout à l'heure. On est à flux tendu, enfin, on a disons quelques jours d'avance, mais pas plus, quoi. Sur la question des vaccins, on sait qu'il y a un certain nombre de laboratoires de recherche qui travaillent à trouver un vaccin. Est-ce que ça aussi, ça pourrait aboutir rapidement ? Et est-ce qu'au fond, ce serait vraiment efficace, au moins pour éviter la seconde vague dont vous parliez ? Le vaccin, le problème, c'est qu'on n'en aura probablement pas si on en a un avant un an, parce qu'il faut tester la tolérance, tester l'efficacité, savoir si le vaccin est efficace. Ça, c'est quand même le premier point. Et deuxièmement, il ne faut pas que le virus mute. Or, si vous acceptez que le virus infecte des personnes, c'est-à-dire vous ne prévenez pas la maladie, vous laissez circuler, le virus il va muter, c'est absolument inéluctable. Et si le virus mute, eh bien le vaccin il sera peut-être pas aussi efficace qu'il l'était contre le virus initial. C'est exactement l'exemple de la grippe où on est obligé de revacciner tous les ans contre la grippe parce que chaque année le virus mute. Donc tous les ans on est obligé de vous donner un nouveau vaccin contre la grippe. Est-ce que vous avez constaté déjà qu'il commence à muter ? Alors pas moi évidemment puisque je suis pas dans mon domaine, c'est des virologues qui constatent ça, mais vous savez que le virus est publié en quelque sorte régulièrement et on sait qu'il est en train de muter. Et de toute façon, c'est inéluctable. Plus le virus va infecter un grand nombre de personnes, plus il a des chances de muter et plus il mutera. Est-ce que cette question des jeunes, jusqu'à présent, on a dit qu'il y avait surtout les personnes très âgées qui étaient les plus sensibles. On a eu la découverte tragique de plusieurs jeunes, des adolescents notamment, une jeune fille de 16 ans en France et puis 2 adolescents notamment en Belgique. Est-ce que ça reste absolument exceptionnel ou est-ce que ça aussi, ça peut être une mutation ? Non, je pense que c'est pas lié à une mutation, ça reste absolument exceptionnel, quoi. Mais malheureusement, quand vous avez une maladie comme ça qui touche énormément de gens, c'est-à-dire ça se compte en dizaines de milliers et très certainement en centaines de milliers de personnes, et bien forcément dans l'eau, malheureusement vous avez des jeunes, c'est dramatique. Ceci étant, ils sont très très peu nombreux. C'est avant tout les personnes fragiles qui sont touchées par ce virus. Vous le disiez, vous le rappeliez, c'est une maladie mortelle. Est-ce qu'il y a quand même des mots d'espoir que vous pourriez avoir ?
Quand on dit c'est une maladie mortelle, c'est une maladie potentiellement mortelle, parce qu'à l'échelon individuel, si vous voulez, c'est quand même pas une mortalité effarante. C'est au niveau collectif, si vous voulez, que c'est absolument effarant, parce que tout le monde est touché. Donc évidemment, quand vous avez un très grand dénominateur, même si à l'échelon individuel, la mortalité n'est pas très élevée, à l'échelon d'une collectivité, c'est absolument énorme. C'est ça le problème, en fait. Éric Côme, on découvre aussi une guerre internationale sur les vaccins, sur les traitements, sur le matériel. On apprend que hier, une cargaison de masques qui devait être livrée à la France a été détournée vers les États-Unis parce qu'ils avaient davantage d'argent, parce qu'ils pouvaient payer davantage. Vous découvrez, y compris dans votre domaine, cette réalité-là. Quel est le message que vous pourriez faire passer là-dessus ? Le message, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'en discuter, en tout cas dans les milieux économiques. J'entends beaucoup parler de démondialisation, donc de relocalisation. Et je pense que s'il y a un des enseignements déjà à tirer d'ordre économique quant à cette crise, c'est certainement la relocalisation de beaucoup d'activités qui en plus fourniront de l'emploi aux nombreux Français qui risquent de payer d'un coût assez élevé cette crise sanitaire. Économiquement et du point de vue sanitaire, le monde hospitalier et le monde des médecins est particulièrement touché et exposé. D'abord sur le nombre de médecins touchés, est-ce qu'il continue de progresser ? Malheureusement, c'est comme pour les jeunes dont on parlait tout à l'heure, c'est un problème d'effet nombre. Là, en plus, les médecins sont en première ligne, les infirmières, les aides-soignants également, et forcément, parmi ces personnels, comme ça a été le cas en Italie, je crois qu'il y a une 60aine de médecins qui sont décédés en Italie, malheureusement, si ces médecins montent au front mal protégés, si on laisse des chaînes de transmission se constituer au sein des équipes soignantes, eh bien, effectivement, il y aura des décès à constater parmi les professions de santé. Éric Côme, bien sûr, ça n'était pas prévisible, une épidémie d'une telle ampleur, mais c'est arrivé dans un système de santé français qui était déjà sous grande tension. Est-ce que vous pouvez espérer que ça va changer, et est-ce que vous estimez qu'une pandémie comme celle que l'on connaît aujourd'hui s'est amenée à éventuellement se reproduire ? Une pandémie comme ça se reproduira. Ça, c'est absolument évident. Ça se reproduira, je ne sais pas quand, dans une dizaine d'années, mais de toute façon, les maladies infectieuses, c'est comme ça. Ça s'en va, ça revient, et donc ça réapparaîtra. Et ça viendra très certainement du monde animal. Après, les enseignements qui en seront tirés par les gens qui nous gouvernent pour les hôpitaux et les services publics en général, écoutez, j'ose espérer que le message a été entendu. Apparemment, il a été entendu. Si j'ai bien écouté ce qu'a dit M. Macron, je crois que c'est à Mulhouse, quand il a parlé de ça. Donc voilà, en tout cas le message a été entendu apparemment, il y a des promesses qui ont été faites, donc on va bien voir ce qui va sortir de tout ça. On a beaucoup d'espoir. On va rester sur le mot espoir. Merci Éric Côme d'être venu dans ce studio d'RMC et de BFM TV. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. 8h56 sur BFM et RMC.